À 8h47 minutes maintenant, on va revenir un peu sur ce qui fait énormément jaser encore, et c'est bien sûr l'histoire de Desjardins. Lorsque on a appris qu'un employé qui avait accès aux renseignements personnels chez Desjardins avait subtilisé l'information personnelle de 3 millions ou à peu près de clients. Et s'était enfui avec ça et l'avait probablement vendu à des intérêts malveillants. Bien évidemment, ça a effrayé beaucoup de monde. Très rapidement, le patron de Desjardins est sorti, M. Crevier. Il est allé dire à la TV qu'il était en maudit. On fait un point de presse pour vous expliquer tout ça. Puis bon, puis regardez, appelez chez Equifax. On va vous arranger ça. Ça ne vous coûtera pas une scène. Puis on va essayer de régler ça au plus sacrant. Puis, tu sais, on se dit, la tabarouette, au moins le président est sorti. Au moins le boss est sorti. Ils sont allés un peu à l'avant. C'est règle générale dans des crises de cette importance-là, dont on ne comprend pas tout le temps l'ampleur et qu'on ne saisit pas exactement tout ce que ça peut impliquer comme effets collatéraux. Là, je dis, l'idée, c'est d'être en avant, le premier à le dire, gestion de crise 101. Mais c'est parce qu'une fois que tu l'as dit, une fois que tu es allé de l'avant, une fois que tu as parlé, il faut que les bottines suivent les babines. Oui. Et il faut qu'il se passe... Dans cet ordre-là. Les bottines doivent suivre les babines. Exact. Et ouais, il faut que tu rassures le monde. Et ça aussi, ça fait partie de la gestion de crise. Et c'est à se demander si chez Desjardins, on a réussi l'exercice. On a dit appeler chez Equifax. On pense que chez Equifax, ils n'étaient pas équipés pour accueillir autant de monde que ça et surtout autant de francophones en même temps. Ça répond en anglais. Madame Tartampion, à cette île, elle ne parle pas anglais. Fait que c'est difficile pour elle d'avoir le service. Fait qu'après ça, elle appelle chez Desjardins puis elle se plaint. Desjardins a décidé de s'occuper de ces cas-là et vont eux-mêmes ouvrir une espèce de service téléphonique. C'est probablement déjà en marche au moment où on se parle. Ils vont essayer de régler ça, mais c'est difficile après ça. Une fois que la pâte à dents est sortie du tube, Ray, tough de la remettre dedans. Très, très difficile. Je connais quelqu'un qui fait ça dans la vie, moi, qui réussit, la pâte à qui dents réussit dans à le le faire tube. parce que c'est un gestionnaire de crise assez incroyable. Il est habile. Richard Thibault, mais-en, toi. Salut, Richard. Salut Stéphane, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Excellent. Parlons-en de Desjardins, mon ami. Ben, écoute, Richard, tu regardes ça comme une game de hockey, toi, hein? Ah, tu peux être certain. On a une belle description qu'on en a faite et incidemment, j'aimerais peut-être faire une petite mise au point en partant. J'écoutais ce que tu disais et tu comprends que l'essentiel ou beaucoup de ton propos a porté sur la communication de crise. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait quand on parle de gestion de crise en s'imaginant que c'est apparenté à de la communication de crise. La gestion de crise, c'est pas d'essayer de sortir le client de l'ornière quand il s'est mis les deux pieds dedans. La vraie gestion de crise, c'est d'essayer d'aider le client à ne pas se mettre les pieds dans le gadoue. Exact. Alors, ce qui veut dire que, dans le fond, puis d'ailleurs, nos voisins du Sud ont une expression qui est beaucoup plus, qui décrit beaucoup mieux ce que c'est. Aux États-Unis, par exemple, on parle de continuité des affaires. Et la continuité des affaires, c'est composé de 3 éléments. La gestion des risques. Quand, malgré tout ce qu'on peut faire, le risque se déclare, ça devient de la gestion de crise. Et forcément, le 3e volet, parce que tu le disais avec beaucoup d'à-propos, il va falloir parler au monde, donc on va parler de communication de crise. Alors, si tu veux bien, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé en tenant compte de ces 3 critères. OK. Richard, si tu permets, d'abord, je veux juste corriger quelque chose. Merci aux auditeurs qui me remettent les yeux en avant des trous. C'est bien Guy Cormier et pas Crevier. Guy Crevier, c'est l'ancien boss de la presse. Je les ai confondus. My bad. Je t'en prie, on t'écoute. C'est lundi matin, ça arrive. Ça arrive au meilleur. T'es tout pardonné. Merci. Je n'osais pas le dire de cette façon-là, mais tu as tout à fait raison. Alors donc, commençons par le commencement, en se rappelant, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'exercice-là ensemble, en se rappelant que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on peut éviter. Oui, très bon point. On va parler de gestion des risques d'abord. Et la première question qu'il faut se poser, est-ce que le risque que des informations personnelles subissent un vol, comme ça a été le cas, et connaissent la fuite que l'on connaît, est-ce que ça peut arriver, ça, dans une organisation? Il faut se poser la question pour évaluer ce risque-là. C'est pas moi qui le dis, il y a des organisations qui sont, beaucoup plus compétentes que moi pour faire ces analyses-là, et qui en sont arrivées, Verizon en particulier, qui est une maison dans le secteur des communications de pointe, et qui avait évalué à un moment donné le fait que ce genre de problème-là dont on parle, là, le vol d'informations ou le piratage d'informations à partir de l'interne,
c'est un risque qui se présente dans 35 des cas. 35 Alors, tu te dis, si j'ai 35 de chances que ça m'arrive, ça commence à être un risque important, là. En effet. Et la conclusion que l'étude démontrait, c'était de dire que, ma foi, non seulement ça arrive à 35 mais ce qu'on comprend, c'est que les organisations, de façon générale, qui vont se donner des moyens, des outils pour se prémunir contre le vol d'informations, contre le piratage, vont généralement mettre beaucoup plus d'énergie, d'argent, de temps, de ressources sur le piratage qui provient de l'extérieur, alors qu'on néglige le piratage qui provient de l'intérieur. Ce qui fait le plus de dommages aux pommes, c'est le verre qui est dedans, pas le verre qui est à l'extérieur. Voilà. Donc, on réalise ensemble que non seulement ce risque-là était possible, mais moi, je pense qu'il a été sous-évalué, parce que quand on a évalué un risque, après ça, il faut se donner des mesures pour essayer de l'atténuer ou de faire en sorte que ça ne se produise pas. En effet. Et le fait est que Desjardins a réalisé ça, parce que quand M. Cormier, justement, est allé parler publiquement, il a dit, on a mis maintenant en place des mesures pour faire en sorte que ce genre de problème-là ne se reproduise plus jamais. Donc, il existait des moyens de faire en sorte de se prémunir contre ce risque-là. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Ouais. Premier constat. Bon point. Deuxième constat, la gestion de crise elle-même. La gestion de crise elle-même, c'est quand ça se présente, qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens à s'en sortir? Faut se rappeler d'une chose. Ça fait 6 mois que c'est arrivé. En effet, on pense, nous autres, que c'est parce qu'ils nous l'ont dit il y a 3 semaines que c'est arrivé le matin, la veille au matin. C'est pas tout à fait ça qui s'est produit. C'est arrivé en décembre dernier. Voilà, c'est arrivé en décembre dernier et honnêtement, je trouve qu'en termes de gestion de crise, on n'a pas été bien rapide à la switch, comme on dit en bon latin. Et le pire, c'est que, te rappelles-tu de l'émission, comment ça s'appelait donc? Mirador. Tu te rappelles-tu cette émission-là? Oui, absolument. Où, on nous faisait croire qu'il y avait des spécialistes de la gestion de crise qui réglaient des problèmes théoriques ou en fait sur aucune dramatique autour de ça. Avec Gilles Renaud. Oui, tout à fait. Et te rappelles-tu l'essentiel de la stratégie qui était utilisée pour gérer la crise? Écoute, rafraîchis ma mémoire. Mon ami, tu vas sans doute te rappeler que ces gens-là avaient trouvé un bel artifice et qui provoquait une crise à côté. Oui. Autrement dit, on prenait le projecteur et on l'amenait à côt. Il y a un film extraordinaire qui a été tourné il y a plusieurs années aux États-Unis, basé probablement sur une histoire vraie. Un président américain qui se retrouvait dans le trouble. Wag the Dog. Et il se trouvait dans le trouble, une accusation sombre de je sais pas trop quoi. Et pour éviter que la presse s'empare de ça et que ça nuise à sa réélection, ils ont inventé une crise à l'étranger. Voilà. Il avait engagé un réalisateur de cinéma. Écoute, ça n'avait aucun sens avec... mon Dieu, qui est-ce que dans ce film-là? Dustin Hoffman. Qui faisait le producteur. Robert De Niro. Robert De Niro jouait là-dedans. Enfin, c'était fait des gros canons là-dedans. Vraiment, un super film. T'as raison. Et les gens qui ne l'ont pas vu, si le sujet vous intéresse, courez vous procurer ce film-là, parce que vraiment, il faut que vous voyez ça. Tu veux te sortir du trouble, invente une crise ailleurs. Bill Clinton avait fait ça, rappelle-toi, lorsqu'il s'est fait pogner avec Monica Lewinsky. Voilà. Et là, il avait essayé de dire, parce qu'on lui a demandé, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec elle? Alors, lui, il s'est dit, la majorité des Américains, ils pensent qu'une relation sexuelle, c'est Réjeanne dans Réjeanne. Fait que... Jeannot dans Jeannette? Ou le contraire, c'est ça, mais en tout cas... Paulin dans Pauline. Okay. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Puis alors que c'était pas tout à fait ça qui s'était produit. On parle d'un autre type de contact, comprends-tu? Et il a dit « I did not have sex with that woman, Miss Lewinsky ». C'était sa phrase. En disant ça, il aurait dû être exclu de la présidence parce qu'il avait menti. Puis pour éviter ça, il a décidé de caler une attaque. Je me demande si c'était pas sur l'Afghanistan. Écoute, non, l'Afghanistan, je pense que c'était son successeur, George Bush. Possible, en tout cas. Mais en fait, quoi qu'il en soit, tu as tout à fait raison. Mais tu sais que ça ne règle pas le problème. Non, évidemment. Parce que, dans le fond, le problème, c'est que tu te retrouves avec 2 crises. Parce que tu n'as toujours pas réglé la première. Alors, tu viens d'en créer une deuxième, là, tu vas en avoir 2 à gérer. Et c'est un peu ça que Desjardins a essayé de faire. Quand on voit que le délai a été si long,
On a commencé par dire, c'est pas de notre faute. Écoute, nous autres, on a fait une plainte à la police de Laval. Puis écoute, on vient d'avoir le score. D'abord, premièrement, une enquête qui dure si longtemps que ça. C'est quand même un peu étonnant. Mais de vouloir prendre le projecteur puis de l'amener sur la police de Laval, j'ai trouvé ça petit. Oui. J'ai trouvé ça petit et tu comprendras, puis il faut faire le tour de l'actualité, là. On n'en a pas parlé longtemps. J'imagine qu'il y a eu des voix qui se sont levées, qui ont dit, hey, wow, là, les gars, là. Un instant, là, je vous disais, c'est la police, là. Nous autres, on a fait notre travail. On est parti des informations que vous nous avez données. Et tu as vu que ça n'a pas été très long, que la Sûreté du Québec a levé la main. On va là, à la rescousse de la police de Laval. On va faire ce dossier dans... Alors, finalement, ça s'est éteint très rapidement, cette deuxième crise. Cette crise-là, cette deuxième crise-là, qu'on essayait de créer pour créer une diversion. Alors, quand on a vu que la police de Laval ne fonctionnait pas, là, c'est la faute à Equifax. C'est un gros problème. Mais pendant qu'on parle de ça, là, on parle plus de la crise de Desjardins, là, on parle de ça, on parle d'Equifax, on parle... Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on se doit de gérer des crises? Honnêtement, là, moi, je pense pas. Et l'autre problème, c'est qu'Equifax, ils se sont rendus assez loin pour essayer de démontrer que c'était eux autres qui étaient les coupables, alors que tu sais très bien, Stéphane, que quand moi, je retiens les services d'un fournisseur pour offrir une partie de mes services à moi ou pour protéger mes clients d'une certaine façon, c'est à moi de m'assurer que mon fournisseur a les ressources, a les moyens de répondre à la demande. C'est pas Equifax le problème. C'est Desjardins qui s'est pas assuré au point de départ qu'Equifax était capable de faire la job. Ah oui, c'est sûr. C'est Alors, Desjardins qui revient beaucoup de responsabilités. C'est la même chose avec le dossier des numéros d'assurance sociale. Là. On veut bien qu'on essaye. Là, mais... Tu as absolument raison. On essaie encore. Mais là, d'un autre côté, c'est le fruit d'une pétition déposée par un citoyen. Oui. C'est une autre histoire. Mais quand on parle de la gestion que Desjardins a fait de la crise, on a là deux éléments qui nous démontrent que c'est pas trop fort, là. Et le troisième volet, donc après avoir parlé de la gestion des risques, d'avoir parlé de la gestion de crise, c'est la communication de crise. Et tu le disais tantôt, quand Monsieur le Président est sorti et qu'il s'est démontré outré de ce qui est arrivé, qu'il était frustré, qu'il avait l'impression d'avoir été trahi. Honnêtement, là, toi et moi, là, qui sommes clients, je ne sais pas si toi tu es client de chez Desjardins, moi je le suis, et je t'annonce, mon ami, que je fais partie des heureux élus. Ah, écoute, je lève la main aussi, Richard. Mes informations... Et le pire, hein, tu sais que ça s'est annoncé le 20 juin. Le lendemain, le 21 juin, je recevais 2 textos de 2, puis là je prends mon cas personnel, de 2 numéros de téléphone différents, de Desjardins. Desjardins m'a jamais envoyé de texto de ma vie. Mais là, ce matin-là, 2 fois, me disant que il y avait un problème avec mon compte, puis s'il était bloqué, puis si je voulais le débloquer, il fallait que j'appuie sur le lien qu'on me présentait. Bon, si j'avais été tarlant, je l'aurais fait, mais je ne l'ai pas fait. Ben, tu vois, c'est drôle que Richard, toi et moi, on est des, comment ils disent ça, les Américains, brothers from another mother. Oui. Parce que exactement la même affaire m'est arrivée. J'ai reçu 2 messages de 2 numéros différents de chez Desjardins me disant, hey, t'as été arnaqué, alors peux-tu cliquer ici pour... Évidemment, je l'ai pas fait, là. Moi non plus, je suis pas nécessairement tarlant, en tout cas pas tout le temps. Oui. J'ai appelé chez Desjardins, puis finalement, c'était une autre affaire. Mais, on n'est pas à temps plein tarlant. Ben non, c'est ça. De temps en temps, on prend un break. Oui, c'est ça. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors donc, la gestion de la crise, c'est un peu ça, c'est l'inquiétude des gens. Et honnêtement, la vraie crise de Desjardins, c'est d'abord une crise, je dirais, d'image, mais ça va rapidement devenir une crise de confiance. Et tu sais comme moi qu'une institution financière, son bien le plus précieux, c'est la confiance que ses clients peuvent avoir envers l'institution financière. Hey, on se fait manger la moitié de nos chèques de paye aux 2 semaines par le gouvernement. Ils se battent pour en ramasser le plus possible. Le petit peu qu'on réussit à garder, il faut qu'on paye nos affaires. Puis quand il en reste un petit peu, on va le mettre à la banque. Il faut-tu qu'on ait confiance? Ah non, certainement. Puis là, tu vois, il y a des jardins qui sortent en disant écoutez, il n'y a pas eu de cas de fraude, il n'y a pas eu plus. Il en demeure pour moi qu'il y a un article qui a été publié en fin de semaine puis qui disait que le centre canadien, le centre antifraude du Canada a reçu entre le 20 juin et le 4 juillet, 200 plaintes de vol d'identité liées à la fuite de Desjardins. Alors, Desjardins, on bien beau dire, il n'y a pas eu de fraude, je comprends qu'il n'y a rien qui s'est rendu devant les tribunaux, puis il n'y a pas eu de jugement encore, là. Mais il en demeure pour moi qu'il y a des choses qui se sont produites. Nous sommes, toi et moi, la preuve vivante
qu'il s'est produit au moins des tentatives de fraude. Exact. Et il y a 200 autres plaintes qui ont été déposées. Alors donc, on se dit, est-ce que la crise a été vraiment bien gérée? Parce que les communications, tu le disais avec à propos, l'objectif quand on est en crise, c'est d'informer les gens, bien sûr, c'est de les rassurer, mais surtout de démontrer qu'on est en contrôle de la situation. Depuis qu'ils ont annoncé cette fraude-là, Desjardins n'arrêtent pas de nous démontrer qu'ils ne sont pas en contrôle de la situation. Mais à partir du moment que M. Cormier a dit à quel point il était frustré de ce qui s'est passé, puis de ce qui s'est produit, puis de s'être fait jouer dans le dos, il donne l'impression qu'il se pose en victime aussi. Voilà, ça, c'est pas rassurant là, pour les... C'est pas rassurant, puis effectivement, c'est pas un très, très bon message, parce que convenez avec moi que, honnêtement, là, on s'en fout un peu comme de notre première couche, qu'il soit pas content, le monsieur. Hein, parce que, dans le fond, c'est moi, mon problème d'informations volées. Et là, je vais terminer là-dessus, si tu me le permets, Stéphane. J'en prie. Puisqu'on parle d'informations volées, moi, il y a eu un article qui a vraiment attiré mon attention en fin de semaine, où on disait qu'il y a une intrigante, ça a été publié dans les journaux de Québécois, ou sur les sites de QMI, enfin, quoi qu'il en soit, une intrigante note de service aux employés de Desjardins a fait surface. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais enfin, on comprenait que 2 fois par année, en décembre et en juin, donc à l'approche des vacances, Desjardins produit un espèce de bulletin d'information à l'adresse de ses employés. Dans le temps d'hiver, ça s'appelle autour d'une dinde. L'été, c'est autour du barbecue. Et ils vont essayer de répondre à une série de questions qui ont été rapportées par les employés sur différents sujets. OK. Ben, assez curieusement, c'est sans doute le fruit d'une coïncidence, c'est ce que dit Desjardins. En décembre dernier, la note, sais-tu sur quoi ça portait? Ça portait sur quoi, donc? Sur les informations personnelles des membres qui sont recueillies par Desjardins. Tiens donc toi. Alors qu'au même moment, on apprenait que on avait des raisons de porter plainte à la police, donc on avait eu connaissance à ce moment-là de faits concernant des informations personnelles qui s'étaient promenées. Ouais. On publie ce genre de... Alors moi, la question, puis j'ai cherché un peu de mon côté, puis je te lance peut-être le défi, vous êtes bourré de journalistes de talent autour de vous, faudrait peut-être chercher à savoir, Desjardins, là, c'est quoi la quantité d'informations personnelles qu'ils ont sur nous? J'aimerais ça savoir, en effet. Moi, vite de même, ils ont évidemment mon nom, mon âge, ma date de fête, le nom de fille de ma mère, puis mon numéro d'assurance sociale. Oui, ton numéro de cellulaire, ton adresse à la maison, ton adresse au travail. Ah, non, il m'achète pas et bon, puis on peut en ajouter d'autres, parce que j'ai fait ma petite enquête de mon côté. Ah oui, non? Et j'ai des anciens employés de Desjardins qui me disaient hey, ça va bien plus loin que ça. Écoute, les conseillers, là, aussitôt qu'ils parlent à un des membres, puis qu'ils apprennent quelque chose, c'est un bébé qui est arrivé, un voyage qu'on a fait. Une acquisition, une acquisition d'une résidence. Voilà. Tout ça est noté dans le dossier du Chrétien parce qu'on s'en sert à des fins marketing. Parce que s'ils ont eu un nouveau bébé, ben peut-être que je vais être capable de leur vendre des assurances, peut-être que je vais être capable de leur vendre un régime enregistré d'épargne-études. Tu vois? Alors, c'est quoi la quantité d'informations qu'ils ont sur nous et c'est quoi la quantité d'informations qui a été diffusée puis qui a été disséminée? Parce que 6 mois, là, on comprend que nos informations sont rendues, on ne sait pas trop où. Hein? Ah, c'est un très bon point. T'sais, on pense que ça se limite à... Ben, c'est quand même pas rien, là, mais à nos informations là, nominatives, puis chiffres et compagnie, mais ça va au-delà de ça. Il y a nos habitudes de consommation qui se trouvent là-dedans et qui vont probablement orienter aussi les fraudeurs vers la manière qu'ils vont prendre pour nous détrousser, sans que ça paraisse trop. Alors donc, tu sais, quand on comprend là, que ces informations-là peuvent être utilisées là, 5 ans, 10 ans plus loin, on a toutes sortes de cas là, dont on entend parler de personnes qui se sont fait voler leur identité, des histoires scabreuses, des histoires épouvantables. Puis on réalise ensemble qu'on n'a aucune idée de la quantité d'informations qui a été donc saisie puis qui a été disséminée aux 80. Alors donc, Desjardins, là, qui dit, écoute, mais écoutez, votre NIP a été protégé, puis il n'y a pas eu de fraude, je comprends bien, je veux dire, c'est bien la moindre des choses, mais toutes les autres informations qui se promènent dans le décor, là, c'est quoi? Ça va jusqu'où, ces informations-là, puis ils sont rendus où? Et assez curieusement, je te fais remarquer, puis je suis pas juriste, puis je suis pas policier, puis je suis pas près de l'enquête, mais je te fais remarquer que l'employé qu'on a accusé de tous ces torts-là, qui a été congédié au moment où on se parle, il n'y a toujours pas d'accusation de portée. Zéro.
Zéro, rien du tout. Regarde, on ne sait pas. Normalement, quand quelqu'un est arrêté par la police et détenu pour interrogatoire, ils ont maximum, c'est 24 à 48 heures avant que la personne comparaisse devant un juge et que le juge détermine si on doit le garder en dedans ou si on le laisse partir sur promesse de comparution plus tard. Peu importe, là. Ça ne s'est pas produit. Puis à ce moment-là, l'identité, lorsque la personne a comparu, devient publique. Ce n'est pas arrivé. Ce qui veut dire que le gars n'a pas été arrêté. Il a été interpellé par les policiers. On l'a amené pour interrogatoire, mais ça s'arrête là. Puis assez curieusement, tu sais comme moi comment ça fonctionne. Puis on sait plus où. Excuse-moi, Richard, l'autre aspect là, qui est quand même intriguant dans cette affaire-là, c'est que le gars, il n'y a plus personne qui l'a revu. Il n'est plus à Saint-Charles-de-Bellechasse, il n'est pas à Beaumont, il est à nulle part. Il y a plus. Tu peux être sûr qu'il y a des journalistes qui ont graffiné pour essayer de le trouver. Hein? Oui. Mais cela dit, assez curieusement, puis tu sais comme moi, Stéphane, comment ça fonctionne. Habituellement, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, on va le suspendre pour des fins administratives, avec ou sans salaire, et on va attendre la conclusion de l'enquête. Absolument. Pour le congédier. Mais là, on l'a congédié sur le fait. Est-ce qu'on a voulu faire un exemple? Est-ce qu'on a voulu faire un martyr? Est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi participé à cette histoire-là qu'on ne sait pas trop si on va les nommer ou est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'il a agi tout seul? Est-ce que pour une seule personne, c'est possible d'aller chercher toutes ces informations-là ou il a fallu qu'il y ait de l'aide de l'intérieur davantage? Y a-t-il d'autres mondes? C'était-tu un système? Est-ce que ça cache, dans le fond, quelque chose d'encore pire? On le sait pas. Et ça aussi, je présume, Richard, que ça fait une saine et d'une bonne gestion de crise. C'est d'être transparent. Je comprends que le secret bancaire, c'est protégé et tout ça, là, mais c'est transparent le plus vite possible. On ne parle pas de secret bancaire ici. Là, on parle d'avoir à cœur la sécurité des informations confidentielles des gens qui sont les membres. Et on parlait de Netflix tantôt, l'information que l'on a, on comprend que ça jamme dans le coude. Là. Ben oui. C'est que depuis l'annonce, il y a à peu près 125 000 dossiers de traités. Mais il y en a encore 30 fois plus à traiter. Il y a 3 millions de personnes qui sont en cause. Alors, c'est effrayant. Écoute, juste pour encore une fois, Richard, te donner raison, tu pourras renouveler ta licence de prophète, comme disait l'autre. Je confirme, Desjardins m'a appelé la semaine passée pour m'offrir des REE pour mon fils de 10 mois. Je leur ai jamais dit que j'avais un enfant. Alors, tu vois que les nouvelles vont vite. Oui. En conclusion, je ne veux pas jouer au bonhomme 7 heures, là, mais si tu me demandes si cette crise-là a été bien gérée, ben, je te laisse répondre à la question que tu as posée toi-même. Je pense qu'on avait déjà compris. Et juste pour la petite histoire, lorsque Bill Clinton s'est fait passer à Moulinette par le Congrès dans son histoire de couchette avec Monica Lewinsky, le lendemain, il a attaqué l'Irak. Ça a duré 4 jours. C'était l'opération Desert Fox. Oui, tu as absolument raison, et c'est au terme de celle-là qu'on avait retrouvé, d'ailleurs, le grand patron de la place qu'on a pendu ensuite. C'est arrivé plus tard, ça, mais ça, je te parle de décembre 98. Alors, c'était avant la guerre du Golfe. On a donc essayé. Probablement qu'il avait vu le film Brag the Dog aussi. Probablement. Salut, Richard. Merci pour tes lumières, mon vieux. Bon été. Belle journée. Bye. Salut, bye-bye. Richard Thibault est le président de RTCOM. Gérer des crises, il fait ça pas mal dans sa vie. Et quand il regarde ça aller, il n'est pas impressionné, comme il posait comme question, avec tout ce qu'on vient de se dire. Et c'est basé sur des faits, ce qu'il nous a raconté. Est-ce que vous diriez que la crise chez Desjardins a été bien gérée? Je vous laisse la réponse. Il y a 2 lettres, ça commence par N, ça finit par la même. Et entre les deux, il y a un gros euro. Fait que...